Salut tout le monde, bon, comme promis je vais répondre à vos questions suite au post que j'avais mis sur Instagram. Donc le cadre est sympa aujourd'hui, je suis à Bali avec mon pote Chris qui va me poser les questions. Je les ai pas lues encore, du coup ça va être un peu en spontané. J'espère pouvoir répondre à tout et qu'il n'y aura pas de questions pièges, mais je pense pas. Donc voilà, on va commencer par la première question. Ma principale source de revenus, c'est la création de vidéos. Je suis réalisateur, je filme, je monte, je produis des vidéos pour des clients, notamment dans tout ce qui va être le tourisme, avec des projets pour Alex et avec Alex, dans le BTP, l'institutionnel, le fitness, enfin, le panel est très large de clients, donc c'est la création de contenu. Mon métier dans 5 ans, je le vois, je pense faire toujours la même chose. J'espère être un peu plus côté production et moins sur le terrain, ou alors faire vraiment les projets qui m'intéressent le plus. Mais je pense que le métier existera toujours, ça sera peut-être plus sur internet, il y aura peut-être autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, la plupart du contenu, la création de contenu qu'on fait est à diffusion web et digital, donc à suivre, on verra dans 5 ans. Le marché est saturé, je pense que non, j'en suis la preuve. Il y a 2 ans, je me suis lancé, aujourd'hui, j'arrive à en vivre à plein temps. Je connais d'autres vidéastes qui se sont lancés aussi récemment et dont c'est le métier maintenant. Donc si dans ta tête, tu as envie de te lancer, j'ai envie de dire fonce, et peut-être que tu pourras réussir à faire ce que tu veux. Il y a beaucoup de demandes, donc je pense qu'il n'y a pas de souci là-dessus à se faire. Pourquoi le Sony? Le Sony, en fait, je l'ai acheté il y a 3 ans maintenant, parce que je faisais beaucoup de vidéos de soirée, et il est très bon dans les ISO, pour monter dans les ISO, donc c'était genre, j'ai fait aucune vidéo de soirée avec une lumière ambiante en plus, donc le Sony A7S. Après, le 5D pour moi, c'est un très bon matériel, c'est juste qu'il est très lourd, et comme je voyage beaucoup, j'aime bien avoir un objectif très léger. Je crois que le Sony fait 450 grammes et le 5D doit faire le double, donc si tu rajoutes les objectifs, ça peut vite faire la donne sur un stabilisateur. Et le GH5, je ne l'ai jamais essayé, mais je sais que c'est un équivalent un peu à l'A7S, juste qu'il n'est pas plein format, donc moi je préfère avoir un boîtier plein format plutôt qu'un format 4 tiers. Désolé pour ceux qui ont un GH5, ils font tous de très belles vidéos avec aussi. Le boîtier ne fait pas la vidéo au final. C'est simple, pour me faire confiance, en fait, j'ai montré que j'étais motivé, que j'avais envie aussi d'apprendre, même si j'étais pas le meilleur vidéaste, que j'étais capable de rendre le contenu et que je comprenais aussi l'envie du client. C'est super important de comprendre ce que veut ton client et ce pourquoi il t'appelle. Ensuite, concernant le book, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux, j'ai fait beaucoup de collaborations à mes tout débuts quand j'ai appris la vidéo, que ce soit avec un club de CrossFit qui était celui de mes potes, et derrière ça m'a amené beaucoup de contrats dans le fitness. J'ai fait une vidéo sur une destination touristique en France et ça m'a apporté pas mal de contrats dans tout ce qui est le tourisme. Donc je pense qu'il faut savoir au début, en fait, faire quelques exemples, quitte à faire des collaborations à titre gratuit, pour pouvoir après démarcher différents domaines qui peuvent t'intéresser ou à démarcher. J'ai l'impression que c'est plutôt courant depuis 2 ans, alors que ça soit voyager à l'étranger ou en France. Je crois que j'avais calculé l'année dernière, je suis quasiment 8 mois de l'année pas chez moi, donc ça fait quand même pas mal de temps. Au final, c'est comme quelqu'un qui va au bureau tous les jours, 5 jours par semaine. Moi, en fait, mon bureau, c'est les lieux de tournage, donc c'est jamais chez moi. Donc ça peut être aussi bien à l'étranger quand je fais mes collabs avec Alex, ou en France pour d'autres clients. Donc ouais, je suis beaucoup en déplacement. Je suis issu d'une formation d'ingénieur dans le BTP, donc rien à voir avec la vidéo. Voilà. Oui, alors je te rassure, moi aussi je suis perdu avec la législation. Il y a 2-3 ans, quand j'ai passé le diplôme, donc je réponds à ta question, ça a encore changé depuis. Je crois que ça change chaque année, donc même moi il faudrait que je vérifie un peu pour me mettre à jour et pas être bloqué le jour où j'ai un tournage. Sinon oui, en fait, j'ai une licence de pilote du LM de base qui est une de mes passions. Et donc en fait, je l'ai reconverti avec la théorie plus une qualification de drone. J'ai donc la licence, j'ai ma déclaration DGAC, MAP, tous ces trucs-là. Donc oui, c'est mieux quand tu fais du pro, c'est même conseillé, vivement conseillé d'avoir une licence professionnelle. Après, dans le cadre de loisirs, il faut juste se plier aux règles, c'est-à-dire respecter les hauteurs, 120 mètres, ne pas survoler des villes, des gens, des rassemblements, regarder les no-fly zones qui sont sur les sites des constructeurs comme DJI ou Parrot, et voler en sécurité, et là il n'y aura pas de souci, donc il faut juste faire attention. Mais moi, dans le cadre pro, je suis obligé de faire des demandes pour que le client ne soit pas forcément aussi attaqué derrière après le contenu vidéo rendu. Quel appareil pour commencer dans la photo vidéo? Ça dépend de ton budget, ça dépend de quelle utilisation tu veux en faire. Tu peux très bien avoir des réflexes ou des hybrides qui ont déjà un poids et un budget assez conséquent. Tu vas taper dans du plus de 1000 € et un poids qui va être équivalent à plus d'1 kg. Mais si tu veux faire des petites vidéos de vacances, tu t'achètes un petit stabilisateur à 400 €, tu vas t'acheter un compact qui va coûter pareil dans les 500-600 € et après tu vas laisser place à ta créativité. Je pense que tu auras des rendus
aussi bien que certaines vidéos que des personnes peuvent faire avec des boîtiers qui sont très chers. Donc ça va vraiment dépendre de ton budget. Tu as des compacts, des hybrides qui sont entre 500 et 1000 euros. Si tu as vraiment le budget, que tu veux direct taper, avoir un appareil qui va te durer tes 5 prochaines années pour pouvoir t'améliorer, prendre direct un réflexe, mais là il faut taper dans le plus de 2000 euros, je pense, le setup objectif plus boîtier. Je m'y attendais à cette question, du coup j'ai même anticipé. Oui, parce que là c'est Chris en fait qui me pose les questions derrière, je les ai pas lues, c'est le monsieur du backstage. Du coup dans ce sac à dos là, qu'est-ce que j'ai? J'ai plein de choses, je vous ferai peut-être une vidéo exprès là-dessus. Et déjà j'ai mon boîtier, j'ai mon A7S qui est en train de me filmer là. J'ai toujours mon objectif favori, c'est le 24-70 à ouverture f4, ouais c'est marqué là, j'ai toujours un doute à chaque fois, de chez Zeiss. Il coûte un peu cher, je l'avais acheté 1200 euros à l'époque, mais il est top parce que je m'en sers vraiment. Il permet d'être un peu en grand angle à 24 et à 70 d'avoir une focale qui te permet de zoomer. Du coup j'ai aussi ce stabilisateur, le Zhiyun Crane, je sais plus quelle version, ça doit être le 1 ou le 2, je l'ai acheté il y a 2 ans. Donc c'est super simple, ça rentre facilement dans le sac. Les batteries, c'est des piles qui sont, c'est des batteries qui sont à l'intérieur. Tu le fixes, tu mets ton appareil dessus et puis ça te fait un tout petit stabilisateur pour un boîtier qui fait quasiment 1 kg avec l'objectif. Et c'est super pour faire des plans de suivi, des plans de stabiliser. Je m'en sers aussi de plans pour faire du travelling comme si j'avais un slider. J'ai un slider chez moi mais je l'utilise quasiment jamais. Finalement en ayant le bon mouvement on arrive à faire des plans slidés même pour de l'instit. J'ai toujours une GoPro, je m'en sers ou je m'en sers pas, mais pour les plans aquatiques comme celui-là là, ça sert. J'espère que j'ai mis le boîtier. Non c'est la 5 donc c'est bon, elle va dans l'eau. On aurait eu la reprendre sinon. Ensuite, qui va toujours avec l'appareil, j'ai toujours ce petit trépied. Je prends jamais de trépied, c'est peut-être une erreur, mais j'en ai jamais eu besoin. Mais j'ai toujours ça, ça permet de le fixer partout, autour d'un arbre, autour de ton bras, par terre, c'est hyper articulé. Et pour faire des petits plans avec le grand angle, mon objectif grand angle que j'ai aussi, ça me permet de le placer où je veux. Donc ça coûte 60 euros, je dirais, 50 euros, mais c'est super pratique. Et ensuite, j'ai le drone. Alors pour le voyage, c'est le Mavic, il est tout petit. Je m'en sers vraiment de plus en plus, pas que pour le voyage, je m'en sers aussi pour mes vidéos Insta que je réalise pour des clients qui sont pas forcément dans le cadre du tourisme parce que la qualité est vraiment top, même si j'ai un fantôme aussi. Surtout que c'est pratique, je peux partir tout seul, ça m'évite d'avoir quelqu'un des fois avec moi qui porte le sac à dos parce que le fantôme c'est un sac à dos en plus, c'est une autre logistique. Donc celui-là il coûte pour 1000 euros, on a un package et c'est vraiment un bon appareil. Ma journée type, j'ai pas de journée type, c'est ce que fait que j'aime mon métier, c'est qu'il n'y a pas de routine, toutes mes journées sont différentes. Aujourd'hui je suis à Bali avec mon pote Chris et à côté d'une piscine et puis demain je vais me retrouver sur un chantier de BTP à filmer, donc j'aime les deux, même si la piscine c'est sympa quand même. Mais sinon on va dire je peux te parler de 2 journées type. Ça va être ma journée de tournage et ma journée quand je suis plus au bureau. Donc on va commencer par la journée de tournage. Le tournage en général ça commence le matin. Je me lève, je prépare un peu mon sac à dos. Des fois je l'ai préparé la veille, mais souvent en fait la nuit je recharge mes batteries. Donc c'est le matin que je rassemble tout dans l'appareil, les cartes SD qui ont téléchargé, tout ça. Je fais mon petit brief de tournage, soit avec l'équipe avec qui on est, le client, ou alors si je suis tout seul dans ma tête, j'écris ça sur mon iPhone, sur l'appli Notes. Et je me mets en tête tous les plans qu'il me faut et toute l'organisation. Ensuite, il se passe le tournage. Très important quand tu tournes, c'est de faire une pause. J'essaie toujours de faire une bonne pause d'1 heure ou 2 heures le midi. Pourquoi le midi? Parce que souvent les lumières elles sont super fortes et super éclairées, donc c'est là où les plans sont les moins sympas à exploiter. Et ensuite, bah voilà, j'arrive le soir, généralement t'es fatigué, une bonne douche et puis je remets à recharger les batteries. Donc ça prend un petit peu de temps de tout enlever, tout câbler, tout charger les batteries, décharger les rushs, très important. Tous les soirs, je fais un backup, voire un double backup de mes rushs par sécurité. Donc voilà pour la journée type de tournage. Et la journée type, quand je suis chez moi au bureau, je me lève, je prends souvent 2 heures de temps pour moi, c'est-à-dire que je fais que des choses qui sont perso. Ensuite, je me mets à travailler, je sépare ma journée en 2. Soit je fais du montage une première partie de journée et généralement la deuxième partie de journée, je me mets à faire plus ce qui va être de l'administratif, ça peut être des devis, du suivi client, des rendez-vous. Donc je me fais jamais des journées entières de montage, c'est le meilleur moyen d'être très mauvais, de vouloir bâcler un projet, d'être fatigué, d'avoir mal aux yeux. Donc j'essaie toujours de diviser mes journées en 3 parties, dont une partie qui sera devant l'ordinateur.
Ouais, j'ai appris tout seul. J'ai commencé sur eMovie parce que je m'étais acheté un Mac en revenant de Bali il y a 4 ans pour faire mon premier montage. Et ensuite, je suis passé à Final Cut Pro qui coûte 300 € à vie, qui est un peu plus poussé quand même. Donc mon logiciel fétiche, je te dirais Final Cut Pro, mais j'ai jamais essayé Adobe Premiere, donc je peux pas choisir non plus. Je sais que c'est deux écoles différentes, que les deux sont très bien et fonctionnent pareil. Ça, quoi qu'il arrive, tu auras un montage vidéo à la fin. Alors comment je gère les deux? En général, quand je suis en tournage, je fais que de la vidéo, je fais rarement de la photo. Si je fais de la photo, c'est pour moi-même, donc deux solutions. Soit je sors mon iPhone et je fais une photo avec mon iPhone et ça suffit largement. D'ailleurs, je crois que les 3/4 de mes photos, ou peut-être la moitié de mes photos sur mon compte ou autre, c'est des photos à l'iPhone. Et sinon, si ça m'arrive de devoir faire les deux, ça peut arriver, je dois juste changer de réglage en fait. Sur le Sony, je suis en mode vidéo. Je sais pas ce que ça change, je me mets en mode photo et manuel et puis je fais les réglages. Mais c'est très très rare que je sois focus sur les deux. En général, si j'ai une prestation, il y a toujours un photographe avec moi. Et si c'est de la photo, c'est que c'est de la photo de perso, donc à l'iPhone ou à l'arrache. Donc j'ai pas trop eu à me poser cette question-là. Pour l'étalonnage, alors ça, l'étalonnage c'est quelque chose que j'ai appris il y a 1 an. Avant, je faisais toutes mes vidéos sans étalonnage et j'ai vraiment vu la différence sur la qualité des plans. Donc moi, c'est un add-on en fait qui coûte 100 € je crois à vie. Ça s'appelle Color Final. Et en fait, c'est le système de mettre des LUT, des lookup tables. Souvent, je suis en Cinelog. C'est un profil d'image en fait qui est un peu plat. Et ensuite, en utilisant ces LUT, ça permet de récupérer toute la dynamique de couleurs et d'images qui se trouve sur ton fichier original. Donc au début de ton fichier que tu vas filmer, il va être un peu noir et blanc, voire gris, très fade. Donc ça peut faire peur, mais direct en mettant un LUT derrière et en rééquilibrant en fait sur Color Final les différents saturation, l'exposition, toutes ces choses-là, ça donne un profil d'image super sympa, enfin une qualité d'image super sympa. Et on peut la faire un peu à sa manière, on peut créer ses propres LUT ou en acheter. Il y en a qui coûtent pas très cher pour 30 € sur internet et ça fait vraiment la différence pour avoir un vrai rendu cinématographique. J'ai toujours une liasse de 10 000 € avec moi pour soudoyer le douanier et comme ça c'est réglé. Non, c'est vrai que mon sac à dos, quand je l'embarque, il fait 13 kg et en fait ça passe jamais. C'est-à-dire qu'à chaque fois on me dit il faut que ça fasse 8 kg. Il y a des compagnies où il n'y a pas de souci, mais et du coup j'explique en fait que c'est du matériel vidéo, que je ne peux pas le mettre en soute, qu'il y a les batteries aussi lithium qui doivent être obligatoirement en cabine en cas de sécurité ou d'inflammation de cette batterie. Du coup, en fait, ça passe toujours. J'explique que voilà, il y a beaucoup de sous dedans, c'est une grande valeur pour moi, pour mon métier haute. Et souvent, ils disent il n'y a pas de souci. Donc, j'ai encore jamais eu à le mettre en soute. Une formation photo-vidéo 2019. Oh putain, je l'ai dit, je dois la faire. Trouver des clients, ça n'a jamais été compliqué, par chance ou je ne sais pas par quel moyen. C'est que j'ai encore, ça fait 2 ans que je fais ça à plein temps et on va dire 3. J'ai eu une année avant, un peu en auto-entreprise, en plus de mon métier à côté, où je faisais ça et j'ai encore jamais démarché une seule fois. Ce qui a marché, je pense, c'est beaucoup les réseaux sociaux. Comme je disais dans une précédente question, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux pour montrer mon travail. J'ai eu quand même 2-3 vidéos qui ont fait que ça m'a amené pas mal de choses. C'est que j'ai pas mal travaillé dans le fitness avec des influenceurs, donc ça m'a amené une crédibilité dans ce monde-là. Et aussi, j'ai travaillé au début, quand on a commencé à travailler avec Alex, pour tout ce qui est voyage, ça m'a permis aussi de montrer un peu ce que je savais faire, en plus de mes réalisations perso que je faisais au début dans le voyage. Donc ça m'a amené pas mal de monde ou de clients. Très bonne question. J'ai l'impression d'être toujours un monteur amateur parce que j'ai le souvenir encore de mon premier montage il y a 4 ans. Donc pour moi, je suis encore au début, donc je peux encore aller plus loin. Mais tu vois, j'aurais répondu au niveau thune, j'aurais dit à partir du jour où on m'a rémunéré, peu importe la somme, pour un montage, pour moi, c'est à partir de là, tu es pro parce que quelqu'un te fait confiance et dégage un investissement pour avoir une vidéo et un contenu qui permettent de le mettre en avant. Mais sinon, monteur pro, vraiment quand je me suis mis en fait à la colorimétrie, j'avais l'impression que mes vidéos, en plus du style que j'y donnais, avaient vraiment un rendu très cinématographique. Je peux encore faire plus parce que je suis pas très bon finalement en colorimétrie. C'est quelque chose qui est perfectible au fur et à mesure des vidéos. J'ai fait une vidéo quand je me suis lancé à plein temps. Je suis parti une semaine chez mes grands-parents dans le Cantal. C'est une destination dans laquelle je vais tous les mois, du coup que je connais bien. Et en 4 jours, je me suis mis en tête de réaliser une vidéo au drone en fait qui met en avant cette destination. Elle a fait, je crois, 300 000 vues en quelques mois. Et du coup, j'ai eu vraiment beaucoup de demandes suite à cette vidéo. Et ensuite, il y a eu les collaborations avec Alex qui ont permis de... C'est toujours sympa en fait de faire une vidéo de voyage parce que il y a direct un effet waouh. Donc c'est beaucoup plus simple derrière pour attirer et montrer la créativité qu'on peut avoir.
Donc oui, en fait, c'est super important au début de faire des vidéos en collaboration, donc sans rémunération, parce que en général, tu vas pouvoir t'entraîner à une demande en fait d'un potentiel client, même s'il ne te rémunère pas, qui va avoir quelque chose en tête, et toi, tu vas pouvoir laisser place à ta créativité aussi, vu que c'est donnant-donnant. Donc là, tu vas pouvoir t'exprimer, exprimer ce que tu as toi en tête en termes de vidéo, et aussi t'adapter aussi au cahier des charges d'un potentiel client. Donc c'est vraiment super important pendant quasi un an et demi. Quand j'ai découvert le montage, je faisais que des montages moi-même. Déjà, on n'a pas de pression parce qu'on peut rendre quelque chose qui ne va pas plaire, il n'y aura pas de souci, et puis on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Et ensuite, les clients pros, ils sont arrivés. Et j'ai pas fait d'école de cinéma audiovisuel, donc je peux pas vraiment savoir de quoi il en est. Je sais que des retours de vidéastes que je connais qui ont fait cette école m'ont dit que finalement la meilleure formation, c'est celle qui est c'est le terrain, donc de pratiquer. Aujourd'hui, avec YouTube, les formations en ligne, on a vraiment de quoi tout trouver. J'en suis un peu la preuve existante. Si tu as des compétences et que tu es capable de faire des études, je dirais dans le commerce, dans les affaires, ça peut être très important parce que lier les deux, des compétences un peu entrepreneuriales et à la fois tes compétences techniques et créatives que tu vas pouvoir apprendre toi-même, c'est super important si tu veux en vivre en fait. Après, je pense que si tu veux faire du cinéma, de la vidéo très poussée, faut faire une école de cinéma parce que là je pense qu'on apprendra beaucoup plus que sur des formations avec des intervenants qui seront vraiment très spécialisés dans certains domaines. Jusqu'à maintenant j'ai toujours eu des prises. Il y a eu 2 pays où j'ai anticipé un peu en avance ce souci-là de ne pas avoir accès à l'électricité. C'était pour la Guyane et l'Afrique. Et finalement j'ai acheté en fait 10 batteries. J'ai 10 batteries de Sony, donc ça me permettait au pire de tenir 3 jours je pense de tournage classique de voyage. Et pareil pour le drone, j'avais 4 batteries. Et finalement en fait il s'est trouvé que je me suis retrouvé juste 2 jours sans avoir l'électricité et ça suffisait largement, j'avais de quoi faire. Donc le mieux c'est d'avoir quelques batteries mais pas trop, parce que je pense qu'aujourd'hui, à part si tu pars 15 jours dans le désert tout seul, tu trouves toujours quelqu'un qui a un groupe électrogène sur lequel tu pourras le brancher, même au fin fond de l'Afrique. C'est ce qui m'est arrivé. Max 15 kg, sinon après il y a un budget massage qui est très impressionnant et je perds des sous. Bon, du coup j'espère avoir répondu aux questions de tout le monde. J'ai vu quelques private jokes, donc ça m'a bien fait rire, mais j'y répondrai pas. Et du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres vidéos. Je pense faire une vidéo sur mon matériel de voyage plus précisément. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages en commentaire de personnes qui me demandent si je compte faire une formation, donc c'est le cas, je vais sûrement en faire une en 2019. Du coup écrivez-moi en commentaire sur quel sujet pourrait porter la formation, qu'est-ce qui vous intéresserait. Voilà, je vous remercie, à bientôt.